Une de nos collègues a donné pouvoir, Blandine Souvet, qui a subi une petite intervention chirurgicale, a donné pouvoir à Olivier Hérault. Je n'en ai pas reçu d'autres et je crois que nous sommes par ailleurs au complet. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre Benjamin, en l'occurrence Stéphanie Texera, qui reprend du service après avoir été brillamment suppléée par Béatrice Pchini. Nous en profitons aujourd'hui pour accueillir notre nouvelle collègue, Sylvie Mangeon, à qui on souhaite la bienvenue. Elle connaît largement les arcanes de ce conseil municipal à la suite de la démission de Vincent Bertrand. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion revenir sur une partie des propos de M. Perrault sur ce sujet avant-hier. Pas pour commenter le propos, mais juste pour que ne s'instille pas, comme j'ai pu le lire ce matin dans le journal, un doute sur la légitimité de ce Conseil. D'abord, parce que notre ville, dans un contexte effectivement de montée très importante de l'abstention, peut-être pas seulement du fait du coronavirus, on a le droit de s'interroger. Notre ville, dans ce contexte, a néanmoins voté nettement plus que ses voisines. 5 points de plus qu'à Nancy, 6 points de plus qu'à Malzéville, 9 points de plus qu'à Vendeuvre, et même 2 points de plus qu'à Laxou, où pourtant une bataille municipale faisait rage. Alors on peut remettre en question toutes les élections, bien sûr, mais il y en a peut-être de plus signifiantes que d'autres. Ensuite, parce que votre colistier, scientifique de profession, travaille à l'Université de Lorraine, ne devrait pas manquer d'avoir calculé et constaté qu'en aucune façon, et quel qu'ait été le taux de participation, le résultat n'aurait été différent de celui qui a été donné. En effet, il manquait à la liste minoritaire 600 voix, 595 pour être précis. Qui peut croire, ou plus exactement comment, un tel écart aurait-il pu être comblé avec plus de participation? Je vous propose, tant que nous sommes tous en forme, un tout petit peu d'arithmétique. Il manquait par rapport à 2014, et à supposer que ce taux de participation ait été significatif, 18 points de participation, ce qui fait environ 1800 votants. Pour gagner 600 voix, pour rattraper le retard de 600 voix, je pense que tout le monde me suit, c'est la rentrée de toutes les classes aujourd'hui, il vous aurait fallu 1200 voix, soit 66% de ces suffrages. Et il faut donc penser que les absents qui auraient pu venir mais qui ne sont pas venus auraient été 24 points plus élevés en faveur de la liste d'en face, passant ainsi de 42% de ceux qui sont venus à 66% de ceux qui ne sont pas venus mais qui auraient pu venir. Et corrélativement, l'autre liste, en l'occurrence la nôtre, serait passée de 57% de ceux qui sont venus à 33% de ceux qui ne sont pas venus. Plus 22, moins 22. Alors, j'ai constaté, et j'ai noté, même si ça a été rapide, que vous avez reconnu, pour ce qui vous concerne, le résultat de cette élection, mais je ne voudrais en aucun cas que la justification qui a été donnée par un démissionnaire, qui a tout à fait le droit de donner la justification qu'il veut, instille un doute ou une hésitation. Donc, quoi que l'on pense de la tenue du scrutin le 15 juin, il ne m'appartient pas d'en juger, en aucun cas, son résultat ne pourrait souffrir de mise en doute. La vérité, c'est qu'il arrive effectivement, pour votre colistier comme pour d'autres, que ça s'appelle un sentiment plus intime, plus personnel, qui s'appelle la déception. Déception d'ailleurs, qui a en partie
conduit à l'aveugler en partie, puisque votre colistier a quand même, ce qui est un peu embêtant, envoyé de sa boîte mail professionnelle, et en utilisant les annuaires professionnels, des appels à l'annulation de l'élection. La déception peut être compréhensible, elle lui appartient, chacun son choix, mais par pitié qu'on évite de les justifier par des contre-vérités. Le sujet suivant, ce sont les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation qui lui est faite par le conseil municipal. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Non, c'est pas sur ce premier point. Je voulais revenir, Monsieur le maire, sur votre préambule. La personne démissionnaire n'est pas là pour justifier, légitimer sa démarche, mais je crois qu'il est bon de ne pas railler la démarche d'un collègue, quand bien même on ne la partage pas. Je crois que personne ne peut, en tout cas, se réjouir de ce qui s'est passé le 15 mars. Je crois que c'était surtout cela le sens de sa démarche. Et je crois que le 15 mars, en perdant 12 points de participation, c'est 12 points de démocratie en moins, tout simplement. Et c'est cette légitimité-là qui est remise en question. C'est pas du tout votre élection qui est remise en question, et nous la saluons de façon républicaine. Mais par contre, on est en droit de se questionner sur on va dire, le bien fondé d'avoir maintenu une élection, quand bien même la veille au soir, on appelait les personnes à rester confinées chez elles. Donc ces discours paradoxaux ont évidemment entaché l'acte démocratique. On le sait fort bien, vous et moi, que de très nombreux Villarois, comme de très nombreux Vendôpérins, comme de très nombreux Laxoviens, ne sont pas venus voter, et c'est vraiment dommageable pour notre démocratie. C'est la seule intervention de notre collègue en ce sens, que je partage d'ailleurs. Je pense que c'était pas de la déception, c'était vraiment une question, un questionnement en tout cas par rapport à cet acte démocratique qui a été gâché par la situation exceptionnelle que nous vivons. Merci. Didier. Je voulais intervenir, et c'est très bien après Valérie. C'est vrai que de donner, comme dans le discours de M. Perrault samedi, le motif du virus pour votre défaite me paraît un petit peu dérisoire. Alors je citerai un proverbe japonais qu'on dit « on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite ». Et j'aurais tendance à dire que je parle en connaissance de cause. Quand nous avons été battus en 2008, je n'avais pas été élu, et en 2009, j'ai eu un énorme plaisir quand François Werner a fait appel à moi pour rentrer dans le conseil municipal dans l'opposition. Et dans l'opposition, j'ai participé à tous les conseils municipaux, et sans doute que j'ai contribué aussi un petit peu aux projets qui ont été mis en place lors de ce mandat. Et puis, bien évidemment, je dirais que notre victoire, mais là aussi je citerai Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « La victoire est le fruit de l'amour ». Et c'est quoi l'amour ? L'amour, c'est peut-être l'amour que nous portons, nous, notre liste engagée, à tous les Villaroises et tous les Villarois. Et c'est sans doute grâce à tous les projets qu'on a su mener au cours du dernier mandat, et puis aussi peut-être toutes les réalisations que nous voulons faire au cours de ce mandat. Donc dire que seulement c'est le virus votre défaite, je pense que vos propos sont... J'espère que vous serez beaucoup plus coopératifs dans vos propos au cours de ce mandat. Merci. Merci Didier. J'ai compris aussi dans le propos de notre collègue Bozertlek, et je la remercie de reconnaître le résultat. Voilà. Après, je ferai deux considérations en complément de celle de Didier. La première, c'est que dans ce conseil, nous gérons les affaires de la commune. Et j'appelle, je me suis gardé de le faire samedi, mais le Conseil a continué de s'y tenir. Nous avons toujours, j'ai indiqué que je le ferai toujours, nous avons d'abord, dans un premier temps, quand nous étions dans l'opposition, refusé de prendre part à des motions, décisions qui relevaient de la politique nationale, et nous avons appliqué cette même règle
dans les 6 ans qui viennent de s'écouler. Donc ce n'est pas ici qu'on peut dire s'il fallait tenir ou non les élections du 15 mars. Je suis vraiment désolé. Chacun a le droit d'avoir son avis. J'observe que chacun a un avis sur à peu près tout ce qui est en train de se passer, y compris sur la confection des masques, sur les méthodes de confection des masques, sur le nombre de masques, je crois qu'on est tous à peu près d'accord quand même. Mais sur toute une série de sujets que nous avons découverts et dont nous sommes tous devenus tout d'un coup spécialistes. Moi, on a demandé la tenue de ce scrutin, il s'est tenu. Il ne peut pas être remis en question, on vient de le dire, et derrière, il faut gérer les affaires de la commune. Il faut les gérer. Donc voilà, et à partir de là, je pense aussi, Didier a parlé d'amour de la commune, je pense que chacun a sa place, ici, autour de cette table, pas seulement autour de cette table, parce que nous saurons, nous voulons pouvoir associer beaucoup plus largement les Villarois à la participation sur un certain nombre de décisions, nous y engager le mieux possible et souhaitons que ce soit 6 ans de bon travail. Merci de vos remarques. Donc, cette fois, nous sommes aux décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation qui lui est faite par le conseil municipal. Il y a quelques DIA, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Merci. La délibération suivante est la délégation du conseil municipal au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. J'en profite pour dire, puisque nous sommes dans les articles du Code des collectivités territoriales, que notre excellent directeur général des services a trouvé l'article L2121-10 qui devrait répondre aux préoccupations de notre collègue Jacquemin, puisque cet article indique que toute convocation est faite par le maire, elle indique les questions portées à l'ordre du jour, elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée, elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Vous pourrez donc, chers collègues, bénéficier de cette dérogation, ou plus exactement facilitée. Voilà. Alors, l'article L2122-22 permet donc au conseil municipal de déléguer certaines de ses attributions au maire. Les décisions prises font l'objet à ce moment-là d'une communication au conseil municipal, comme nous venons de le faire d'ailleurs, à l'occasion de chacune de ces réunions. C'est pourquoi, pour simplement pouvoir travailler efficacement, nous vous avons proposé un certain nombre de délégations que vous avez dans la délibération. Je ne vais pas les reprendre toutes. Pour celles et ceux qui connaissaient le fonctionnement précédent, il n'y a, à ma connaissance, aucun changement par rapport à la délibération précédente, qui elle-même n'apportait aucun changement à la délibération de 2008. Donc, je pense qu'elle ne devrait pas poser de problème, mais j'ouvre le débat. Monsieur Jacquemin. Merci, Monsieur le maire. Je voulais vous remercier sur l'application du L2121-10, parce qu'effectivement, ça m'apparaît de bon augure pour le fonctionnement de cette municipalité. Et simplement, vous redemandez la précision, parce que vous allez dire c'est acté, parce que votre collègue, Monsieur le Président Rossino, c'était en quelle année ce truc-là? C'était en 2016. Vous avez demandé de nous préciser. J'avais envoyé un recommandé avec accusé de réception pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc je suppose que je peux m'abstenir de vous écrire en recommandé, monsieur le maire. Merci. Je propose que le Conseil prenne cette demande comme actée et formulée comme il se doit. D'autres remarques sur les délégations données au maire? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, fixation des indemnités de fonction des élus. Alors, en application des articles L2123-20 et L2123-23 et L2123-24 du Code général des collectivités territoriales, les indemnités maximales des fonctions de maire et d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique, en l'occurrence 1015, et en appliquant à cet indice le barème suivant pour la strate qui nous concerne: indemnité du maire 65%, indemnité des adjoints 27,5%, indemnité des conseillers municipaux titulaires de délégation de fonction 6%. Nous vous proposons, comme c'était déjà l'usage, de reconduire le dispositif précédent qui ne place pas le maire et les adjoints au maximum des possibilités de la strate, qui permet aussi de rémunérer le conseiller délégué au quartier de Clairlieu à hauteur de 11% et de porter les fonctions de conseiller délégué au maximum possible, soit 6%. Y a-t-il des remarques? Oui, Mme Bernier. Oui, donc j'aurais voulu savoir pourquoi le conseiller de Clairlieu a un peu plus que les autres. Alors, c'est une application d'un texte, alors ça doit être dans les 21-22 du même genre, je pense, qui permet, comme c'est le cas pour tous les élus de territoire, qui sont astreints à des présences sur le terrain plus importantes, de bénéficier, selon tout à fait les règles légales, d'un dispositif supplémentaire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Après, je conclurai le débat. Pas de questions. Écoutez, quand même tout ça pour ça. Car, pour ne rien vous cacher, après tant d'efforts, j'attendais qu'arrive le débat sur ma prétendue voracité. Je sais que ça parle. Que d'efforts déployés, des lectures de vacances perdues pour lire des lignes poussives d'un pseudo-reporter, le relais d'un petit télégraphiste qui se charge d'indiquer les bonnes pages au cas où le lecteur se découragerait en chemin, et même, ici ou là, qui sait, un écrivain nocturne anonyme qui se charge, comme dans des heures plus sombres, d'en assurer la diffusion salvatrice. Pourquoi ne pas en parler ce soir? On peut. De ce fait, je vais me charger, pour ce qui me concerne, je vais me charger moi-même d'exprimer les 5 principes qui m'animent dans la fixation des indemnités de mes collègues et la mienne, et qui gouvernent cette délibération, et qui sont ceux que je cherche à m'appliquer. Le premier, bien sûr, c'est celui qu'on doit évidemment à tout le monde, c'est la transparence. Il eût été beaucoup plus simple, plutôt que d'assurer des fins de mois d'un auteur médiocre, d'aller beaucoup plus simplement sur un site ouvert à tous qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sur laquelle figure l'intégralité, jusqu'aux plus minuscules indemnités, des sommes que je perçois. C'est la loi, je ne m'en plains pas, je l'ai toujours appliquée scrupuleusement. Le second, qui m'anime depuis le début, c'est de rester libre et de vivre dans la vraie vie. Et pour cela, je ne l'ai jamais caché, et au contraire, je le revendique haut et fort. J'ai toujours indiqué que je tenais à garder une activité professionnelle. Je le fais avec cœur, avec passion, dans une fonction que j'exerce depuis 30 ans, que j'ai obtenue par le seul mérite du concours administratif français. Je ne bénéficie dans l'exercice de cette fonction, et c'est bien naturel, d'aucun passe-droit. Le troisième principe, pour moi, c'est le réalisme et l'adaptation des fonctions professionnelles aux contraintes et aux exigences du mandat. C'est pourquoi j'ai successivement quitté une fonction trop lourde à porter, trop lourde à assumer, plus rémunératrice. Et c'est pourquoi j'ai ensuite réduit ma nouvelle activité professionnelle pour passer à temps partiel. Ça me paraît préférable, notamment lorsqu'on exerce loin de la commune,
chacun assumant ensuite ses choix. La quatrième, qui est un principe pour moi important, et que vous retrouvez dans la délibération de ce soir, c'est qu'on ne s'enrichit pas avec ses mandats. C'est mon cas, et j'y tiens. Et j'y tiens pour maintenir le maximum de rémunération pour des conseillers municipaux qui s'investissent à fond, pour une indemnisation qu'on peut considérer comme modeste ou très modeste, et qui, pour ma part, ne me justifie pas que je prenne ou que je vous propose de m'accorder le maximum de la strate. J'ai, de ce fait, toujours eu un peu de peine à comprendre certains élus qui augmentent avec leur indemnité d'élus leurs revenus de façon significative. Chacun son choix aussi. Et le cinquième principe, c'est que pour ma part, je m'applique d'abord à appliquer moi-même ces mêmes principes et je me garde de donner à qui que ce soit des leçons sur le sujet. Je mets cette délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le débat était ouvert, hein, donc je n'y répondrai pas. Je ne sais pas à qui vous donnez la parole en premier. Bon, je veux bien prendre la parole, je laisse Cyril ensuite. Moi, j'ai entendu, monsieur le maire, dans vos propos d'inauguration de ce conseil municipal, des propos qui se voulaient constructifs et positifs. Je constate finalement qu'à chaque délibération qui est présentée, vous en profitez pour remettre des choses à l'ordre du jour alors qu'on ne les aborde pas parce que ce n'est pas dans notre esprit. Nous allons intervenir sur les délibérations qui vont nous être proposées pour comprendre et aussi pour se renseigner, pour poser des questions simplement à titre d'information, pour faire des propositions également. Et nous constatons qu'en fait, depuis le début de ce conseil municipal, on va dire que la parole est plutôt à la polémique. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez d'une campagne, mais je pense qu'à ce moment-là, vous vous adressez surtout à vos colistiers. En ce qui concerne en tout cas le fait que vous ayez toujours revendiqué d'avoir une fonction professionnelle, et c'est tout à votre honneur puisque je partage le même principe. Sauf que vos colistiers se sont permis à plusieurs reprises d'avoir des propos très désobligeants. Alors on va dire que c'était le cadre de la campagne. Alors moi je le regrette, ce genre de propos, parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Donc j'aimerais effectivement qu'au niveau des conseils municipaux, même quand nous ne sommes pas d'accord, et même quand on va poser des questions peut-être qui vont déranger, mais en tout cas, ça fait partie aussi de cet acte démocratique de pouvoir participer, aussi s'enrichir dans des débats parfois contradictoires. Et très honnêtement, je n'apprécie pas ce genre de ton et ce genre de tonalité qui est apporté à chaque délibération alors que le sujet est bien éloigné. Monsieur Perrault. Merci. Pour ma part, moi je suis un petit peu surpris effectivement de la tonalité, parce que je crois que c'est un peu facile de poser des questions pour pouvoir y apporter les réponses, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas posé de questions sur ce sujet. Et que d'autre part, je le rappelle devant tout le monde, cette histoire de tract, puisque c'est vous qui l'avez évoqué, c'est pas moi, sur les voraces, nous nous en sommes expliqués pendant la campagne, et je me suis totalement désolidarisé, et vous le savez, et je pense, et je sais que vous m'accordez gré de cet échange. Vous savez que nous ne sommes pour rien dans cette diffusion. Et donc je le redis ce soir, donc je le regrette, je suis le premier à le regretter, vous savez que c'est pas ma façon de faire de la politique, et donc il faut chercher ailleurs que sur notre liste pour la diffusion de ce tract. Et je crois qu'on s'était expliqué pendant la campagne. Pardonnez-moi, mais la rémunération des élus est un sujet important. Quand une part du débat, y compris, oublions le tract un instant, une part du débat a été portée par un certain nombre de colistiers et d'élus ce soir,
sur cette question. Et allez, on va peut-être pas se cacher derrière son petit doigt, délibérément mis en cause en incitant à la lecture d'un document de surcroît inexact, d'ailleurs tellement inexact que l'auteur mystérieux du tract, qui n'est pas de votre fait naturellement, s'est efforcé de les corriger, tellement il y avait d'inexactitudes. Je pense qu'à un moment donné, je peux expliquer ma propre logique de proposition et de fixation des indemnités et de la rémunération du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Et le débat, c'est pas moi qui l'ai lancé, pardonnez-moi, mais j'ai eu à ce moment-là l'occasion de vous transmettre un certain nombre de copies d'écran que vous ne manquez pas d'avoir pu regarder et conserver. Donc ce débat, il existe, il a été mis sur la place publique. Je propose de l'aborder. Je devrais être gêné, normalement. Je devrais être gêné, je devrais l'avoir planqué, tout ça. J'accepte d'en parler, j'en parle. J'ai attaqué personne. Hein. J'ai juste rappelé des faits qui sont encore, je pense, accessibles, on ne sait rien. Rappelé un certain nombre de faits et répondu à ces faits. À l'occasion d'une délibération qui y est directement liée. Donc, pardonnez-moi, mais ça me semble faire partie de l'explication à donner au conseil municipal et au-delà. Je la donne. J'ai donné un certain nombre de principes. Allez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Moi qui bosse ce soir. Frais de mission du maire et des élus. L'article 2123-18. Allez, là, je vous promets, on ne dira rien. Du Code des collectivités territoriales. Pardon? J'enlève. Je te repique le micro parce que ça évite surtout... Non, c'est que je ne l'avais pas repris. Du Code des collectivités territoriales donne droit au remboursement de frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux. La circulaire prévoit que la notion de mandat spécial s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la commune par un membre du conseil municipal avec l'autorisation de celui-ci. Elle ajoute notamment que le mandat spécial exclut les activités courantes de l'élu municipal, doit correspondre à une opération déterminée de façon précise, etc. Il vous est proposé d'autoriser le remboursement des frais de mission aux membres du conseil municipal sur la base des frais réels, pour les déplacements, pour les réservations et suppléments éventuels, les taxis, les péages d'autoroute, les frais de parking et stationnement. Un ordre de mission préalablement signé par le maire ou un adjoint est nécessaire pour la prise en charge de ces frais. Pour rassurer ou inquiéter, donc il vous est proposé d'approuver les modalités de remboursement des frais de mission aux maires, aux adjoints, d'allouer une indemnité forfaitaire annuelle de 1 000 € au titre des frais de représentation. D'ailleurs, je ne suis pas sûr, enfin je ne sais pas si elle est perçue, mais ça n'a aucune importance. Pour rassurer tout le monde ou pour en inquiéter d'autres, je ne sais pas si certains plaçaient des espoirs dans cette délibération, je crois qu'il doit y avoir moins de 2 missions dans un mandat pour un élu, ce qui devrait rassurer sur la gestion budgétaire. Y a-t-il des remarques? Oui, Gilliane. Donc nous, une question, c'est il ne s'agit pas de remettre en cause évidemment le principe de remboursement de ces frais, puisque c'est obligatoire et c'est intégré dans le Code général des collectivités. Mais on se demandait justement s'il y avait des plafonnements, donc vous avez répondu en partie, s'il y avait aussi un tarif kilométrique qui était précisé. Est-ce que ce serait le cas aussi est-ce que ce serait le cas justement dans le règlement intérieur du conseil municipal? Est-ce que ce point va être abordé? Et puis deuxième question, c'était savoir également si ces frais pour mandats spéciaux sont prévus aussi pour les agents, et puis est-ce que les agents ont le même type de remboursement? Est-ce que c'est le même cadre ou est-ce que les élus ont un cadre spécifique? Je vous remercie. Merci de ces questions et propositions. Quelques remarques par rapport à ça, et je vais même en ajouter une supplémentaire. Car je m'attendais à ce que vous me posiez la question et vous ne me l'avez pas posée, mais du coup je vais y donner la réponse. Je pense d'ailleurs qu'il serait de bonne loi que, même s'il n'y a pas besoin formellement, grâce à cette délibération, il n'y a plus besoin d'approuver ces mandats, je propose que les mandats spéciaux qui sont donnés, si ça n'est pas déjà le cas, fassent l'objet d'un récapitulatif dans la liste des décisions du maire. C'était peut-être déjà le cas, mais en tout cas, je pense que ce serait bien qu'on le fasse. La seconde, sur les agents donc bénéficient en principe de la réservation, du remboursement sur la base forfaitaire.
quand un déplacement le justifie, il y a un mandat spécial qui est signé par le maire au bénéfice de l'agent pour éviter, en clair, on évite que les agents y soient de leur poche. C'est la même chose, nous sommes une commune pauvre et nous avons trop peu, en l'occurrence trop peu, de missions pour nos agents. J'aimerais bien quelquefois qu'on puisse plus souvent les envoyer faire ce qu'on appelle maintenant du benchmarking. Et le troisième sujet, sur effectivement, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, on ne met pas une catégorie ou un plafond, ou est-ce que si un agent a une voiture de forte cylindrée, c'est le remboursement fiscal, hein, sinon. Peut-être, c'est pas une mauvaise idée, et je pense qu'on peut en discuter effectivement dans le cadre de la commission du règlement intérieur. Une bonne loi. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. N'hésitez pas à bouger un peu si vous voulez la parole, parce que la salle est très grande. Je pense notamment à la deuxième vague. Là. Alors, création de la commission permanente de délégation du service public et de la commission d'appel d'offres. Alors, conditions de dépôt des listes. Alors, je ne suis pas chaud sur celle-là. L'application de l'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Nous devons mettre en place une commission appelée à émettre un avis dans le cadre des procédures de délégation de services publics locales. Cette commission est présidée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant. Il semble judicieux, au vu de l'expérience acquise, de constituer pour toutes les délégations de services publics que la commune serait amenée à attribuer dans le cadre de ses compétences une commission permanente. Par ailleurs, la commission d'appel d'offres est organisée selon les mêmes modalités. L'article 1411-5 prévoit que dans le cadre d'une commune ou d'un établissement public de plus de 3500 habitants, cette commission comprend 5 membres titulaires de l'Assemblée délibérante et 5 suppléants, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'article D 1411-5 du même code prévoit que l'Assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes. Ainsi, les listes devront comporter autant de noms de suppléants et de titulaires, sachant que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges que de titulaires et de suppléants. Donc, on vous propose de créer la commission de délégation de services publics, de créer la commission d'appel d'offres dans les mêmes conditions, de fixer la date limite du dépôt de ces listes au 15 juin 2020 et d'arrêter la date d'élection de ces membres titulaires et suppléants de la commission à la plus prochaine réunion du conseil municipal qui suivra. C'est-à-dire, en clair, on ne peut pas le faire ce soir. C'est ça que dit cette délibération. D'accord, on ne peut pas le faire ce soir. Donc, on vous invite à être d'accord avec ça. Et sur ce sujet, comme sur d'ailleurs ceux qui vont suivre, toutes les fois qu'on pourra éviter le vote et procéder à une répartition proportionnelle comme indiqué, c'est-à-dire en l'occurrence, dans ce cas précis, quand il y a 5 membres, ça fait 4 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Y a-t-il des remarques sur cette commission d'appel d'offres et de délégation de services publics? Pas particulièrement. Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Création des commissions municipales. L'article, donc nous avons des commissions municipales qui sont des points importants sur lesquels je me permets d'insister ou de réinsister, mais c'est le cas dans beaucoup de collectivités. Il faut que ces commissions servent à 2 choses. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais moi je vais vous le dire. C'est qu'il faut que les commissions soient à la fois un lieu de partage technique de la délibération et qu'on puisse essayer de lever toutes les difficultés d'une délibération. Dans certains cas, savoir les corriger. Et je veux redire que j'ai accepté nombre de fois que des propositions issues des commissions modifient la délibération. Et puis, ça doit être aussi un lieu d'information plus générale sur les conditions dans lesquelles se développent les différents projets correspondant à chacune des commissions. Donc, ce que nous vous proposons par rapport aux mandatures précédentes, nous vous proposons de ramasser un peu plus les commissions pour éviter qu'on ait l'effet de silo qui fait qu'on arrive, on prend les 3 délibérations et on ne regarde pas un tout petit peu plus large. Donc, au lieu d'avoir 5 commissions, il vous est proposé 4 commissions, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de créer des commissions temporaires dans un certain nombre de cas, et en contrepartie, d'augmenter le nombre de membres d'une personne, puisqu'il y avait 9 membres, de passer à 10 membres. Par ailleurs, et comme je crois c'est la loi, n'importe quel conseiller municipal peut assister à une commission de son choix. Par conséquent, aux commissions de son choix.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas obligatoire d'être membre d'une commission pour y assister. En revanche, seuls les membres peuvent, s'il y a un avis qui est rendu sur une délibération, participer à ce moment-là au rendu de l'avis. Donc, il vous est proposé de créer les commissions suivantes: une commission finance, administration générale, programmation, citoyenneté, une commission solidarité, population, police et sécurité, une commission éducation, temps de l'enfant, petite enfance, numérique, vie culturelle, jeunesse et sport, relations internationales. Je me suis arrêté sur numérique parce que c'est seulement la partie des usages numériques. Le numérique technique du municipal doit appartenir à la première commission, hein, j'insiste. Et quatrièmement, une commission environnement, cadre de vie, urbanisme, patrimoine, développement économique, transport. Des remarques, des questions, des prises de parole. Madame Bozertley. Oui, juste pour expliquer pourquoi notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Parce qu'en fait, alors, vous le dites très justement, besoin de transversalité, nous ne le remettons pas du tout en question, et bien au contraire, c'est plutôt très judicieux. Sauf que, à la lecture, notamment des 3 premières commissions, la 4e est assez cohérente à notre sens, mais les 3 premières commissions nous posent question sur leur cohérence interne et sur la difficulté qu'il y aura de travailler sur certaines thématiques qui sont pourtant très, très denses et très importantes. Et donc, pour nous, cela ne correspond pas trop à notre façon d'imaginer l'organisation de ces commissions, alors que les enjeux sont pourtant très, très importants. Et donc, nous nous abstiendrons sur l'organisation de ces commissions, ce qui ne remettra pas du tout en question, bien évidemment, notre investissement plein et entier. Merci. Quelques mots peut-être en réponse à cette remarque. Pour nous, elle a une très grande cohérence. Vous avez une commission qui, schématiquement, reprend l'essentiel de la vie interne de la commune. Administration générale, programmation, ressources humaines. Pourquoi citoyenneté dans cette délibération, dans cette commission, pardon, c'est parce qu'il se trouve que les agents qui sont, je dirais, plus directement dédiés à la citoyenneté sont les agents essentiellement de la direction de la communication, qui est rattachée, dont la partie est rattachée à cette commission. Sur la seconde, elle a une très grande cohérence. Solidarité, population, police et sécurité, c'est toute la commission de la proximité. C'est la commission où on se préoccupe de son voisin. Et on se préoccupe de son voisin, solidarité, police et sécurité. C'est les voisins solidaires attentifs, le résumé le plus évident de cette démarche. C'est tout le travail qui a été fait dans la période que j'évoquais avant-hier pour être en proximité avec les personnes. La troisième regroupe l'essentiel de la vie associative et par conséquent est elle aussi pour nous cohérente. Voilà ce que je voulais expliquer en réponse à votre interrogation. S'il n'y a plus de prise de parole, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, je vous propose par conséquent de composer de la manière suivante. Alors, les commissions municipales, donc les 4 que nous venons de créer. Alors, pour assurer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une animation de la commission pour faire en sorte que ce soit un lieu d'échange, un lieu interactif, un lieu d'information et un lieu de concertation, j'ai prévu de proposer à un certain nombre de nos collègues de remplir la fonction dite de vice-président. Alors, c'est pas pour avoir un titre, mais c'est plutôt d'animateur de ces différentes commissions. Je vous les donnerai peut-être après avoir donné les membres. Donc, la première commission serait composée de Jean-François Trassard, donc, qui en assurerait l'animation. Je n'ai encore pas tout le monde en tête sur la... Où il est, Jean-François? Ah, voilà, il est caché, voilà. Pardon. De Valérie Rampon, Blandine Souvet, Gérard Pals, Marie-Claude Delus, Patrick Fèvre, Olivier Hérault, Anne Touvenot, Gilliane Simonin, Smaïl Aïtmedian. La commission Solidarité, Population, Police, Sécurité,
Vice-président Éric Ancel. Toujours pas, voilà. Membres Véronique Pierron, Béatrice Pchini, Marie-Hélène Chipot, Patrick Fèvre, Annie Laurin, Christine Fléchon-Paglia, Pascal Tilly, Charles-Antoine Boivin, Sylvie Mangeot. Enfance, jeunesse, éducation, sport, vie culturelle, relations internationales, vice-présidente animatrice Maryse Guéry. Membres Didier Béguin, Bertrand Fols, Olivier Hérault, Marie-Claude Delus, Nathalie Angèle, Pascal Tilly, Charles-Antoine Boivin, Anne-Marie Vergnat. Commission environnement, cadre de vie, urbanisme et patrimoine, économie et transport, vice-président animateur Francis Sigrist. Membres Laurent Mathieu, Stéphane Klopp, Gérard Pals, Bernard Manjol, Stéphanie Texera, Pascal Jacquemin, Valérie Bozertlec, Cyril Perrault. Si ceci convient à tout le monde, je vous propose d'éviter le vote et de l'approuver par un vote simple. Qui est contre, qui s'abstient. Je souhaite à tous et toutes dans ces commissions un très bon travail. Alors, vous allez voir qu'on est à l'écoute de l'opposition, puisque je vous propose dans cette délibération numéro 8 de déterminer le nombre de membres au conseil d'administration du CCAS. Et nous avions prévu de fixer à 15, c'est ce que vous aviez dans votre délibération, le nombre de membres et par conséquent à 7 plus le maire, le nombre de membres issus du conseil municipal. L'arithmétique conduit, si nous sommes 7, à avoir 6 représentants de la majorité pour 1 représentant de l'opposition. Sur remarque de Cyril Perrault, président du groupe d'opposition, il nous a semblé qu'on pouvait proposer de passer à 8 membres nommés par le maire, dont par conséquent 2 membres de l'opposition et toujours 6 de la majorité. Pourquoi ça? D'abord parce que c'est effectivement, il y avait un calcul qui était assez défavorable, enfin, qui était exact, hein, mais assez défavorable. Et deuxièmement, parce que c'est la logique selon laquelle, effectivement, je crois qu'il y a divers moyens et façons de s'engager dans la vie municipale et que priver un membre, et peut-être a fortiori de l'opposition, de siéger au conseil municipal serait dommage. Donc je vous propose d'ajouter donc de passer cette fois à 8 membres nommés par le maire, donc de passer à 17 membres, maire compris, et corrélativement, nous aurons à désigner, j'aurai à désigner, oui, pas nommé par le maire, élu au sein du conseil municipal, j'aurai à désigner en revanche moi-même, par arrêté, excusez-moi, les 8 membres issus des associations. Dans ce contexte, j'avais donc une liste au départ de 7 membres, mais du coup, M. Perrault nous donnera un membre supplémentaire. Les membres proposés pour la majorité sont Christine Fléchon-Paglia, Béatrice Pchini, Marie-Hélène Chipot, Véronique Pierron, Bertrand Fols, Patrick Fèvre. M. Perrault nous avait proposé Sylvie Mangeon et Anne-Marie Vergnat. Si tout le monde en est d'accord, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation des représentants, c'est fait, oui, alors, bon, alors on a tout voté d'un coup, là, hein, monsieur le directeur général des services. On a voté les membres, on a voté les trucs, voilà, bim boum. Désignation des délégués dans les établissements scolaires de second degré, le lycée Stanislas et le collège Scheffer. Nous disposons d'un siège dans chacun de ces établissements. Au lycée Stanislas, je vous propose Maryse Guéry et au collège Scheffer, je vous propose Olivier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation d'un représentant de la ville de Villers-lès-Nancy à Solorem. Nous disposons d'un siège pour représenter la ville à l'Assemblée spéciale de Solorem, la société d'économie mixte, qui en particulier aujourd'hui construit pour nous la maison de santé pluridisciplinaire de Clerlieu. Et je vous propose la candidature de Gérard Pals. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, Monsieur Fols, pardon, je crois effectivement ne participe pas au vote
pour éviter les conflits d'intérêts que nous avons proscrits samedi. Merci et désolé parce que tu me l'avais indiqué. Désignation des représentants de la ville à la SIC, Clerlieu Éco-Rénovation Solidaire. Alors, en l'occurrence, c'est un membre et nous vous proposons de confirmer celui qui siégeait déjà, Stéphane Klopp, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Désignation d'un représentant à la Maison de l'Emploi du Grand Nancy. Là aussi, pour ne pas changer une équipe qui gagne, nous vous proposons de renouveler Annie Laurin. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Désignation d'un représentant à la mission locale du Grand Nancy, délibération 14. Là aussi, Annie Laurin siégeait déjà et au titre de sa délégation complémentaire à la délégation de Clerlieu, qui est sa délégation à l'emploi. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Désignation d'un représentant suppléant au réseau Gérard Cuny. Le représentant titulaire est le maire. Je vous propose comme représentante suppléante Madame Béatrice Pchiny. Qui est contre, qui s'abstient, merci beaucoup. Le réseau Gérard Cuny a beaucoup travaillé dans le contexte, dans la crise qu'on vient de connaître. La délibération numéro 16 étant pas prête, je vous propose de la reporter au Conseil de juin. Désignation des représentants de la ville à la commission d'accessibilité. Alors là, deux mots, puisque certains d'entre vous sont peut-être moins familiers de cette commission. Cette commission, donc, qui a été créée par l'article 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, est celle qui facilite, diagnostique, propose, fait actionner la commune sur la question d'accessibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite. Donc, ça n'est pas qu'une commission handicap, c'est une commission pour toutes les mobilités réduite, si je puis dire. Donc, c'est dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant sur le territoire de la commune, notamment en ce qui concerne les bâtiments et équipements communaux. Ça, c'est le plat de résistance. Je regarde Véronique. C'est le plat de résistance, c'est ce qui donne ensuite lieu à l'ADAP, c'est-à-dire à l'ensemble des travaux extrêmement importants qui sont désormais tous programmés pour assurer l'accessibilité de nos bâtiments. Mais c'est aussi savoir faire des propositions pour améliorer l'accessibilité. C'est aussi être capable de recenser l'offre de logement accessible aux personnes handicapées. Et éventuellement d'ailleurs aussi de faire des propositions. Si on constate à un moment donné qu'on a un manque quelque part, eh bien, il faut qu'on le fasse. Donc c'est aussi de l'accessibilité du quotidien. Donc cette commission, elle est tout à fait importante. Elle établit un rapport annuel, mais ça c'est très bien le rapport annuel, mais surtout elle agite le Conseil pour proposer des avancées. Elle est présidée par le maire de la commune qui en arrête la liste des membres, à savoir des représentants de la commune, des représentants d'associations de personnes handicapées, des représentants de personnes âgées, des représentants des acteurs économiques et des représentants d'associations d'usagers. Donc, il vous est proposé de désigner 4 membres pour siéger au sein de la commission communale pour l'accessibilité. Je vous propose Véronique Pierron, Marie-Hélène Chipot, Gérard Pals et Anne-Marie Vernia, c'est ça? Ok. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation d'un délégué auprès de l'agence Scalen à l'Assemblée générale. Je vous propose de désigner Gérard Pals. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je crois qu'on a terminé avec les désignations. Recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité ou pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. À ce stade et à la délibération 19, Pardon. Valérie. Oui, j'aurais voulu qu'on ne passe pas à la suivante. Simplement, à titre d'information, est-ce qu'il sera possible de nous communiquer les statuts des associations et des différentes instances dans lesquelles nous siégeons? Je vous remercie.
Oui, en effet, je pense qu'il faut qu'on le fasse. J'allais justement faire aussi un stop pour dire que cette séance du conseil municipal me met une forte pression pour donner rapidement des délégations, parce que je suis un peu fatigant. Mais oui, bien sûr. Donc, recrutement d'agents contractuels sur les emplois non permanents. Donc, vous connaissez la loi sur la fonction publique territoriale de janvier 84, qui permet évidemment de faire face à ces besoins saisonniers et qui permet la conclusion d'un contrat d'une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois. En général, c'est pas ce qu'on fait, hein. Le besoin saisonnier d'activité peut correspondre à une durée maximale de 6 mois pendant une période de 12 mois. On peut donc essentiellement recruter des gens pendant l'été. Et il vous est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire, pour la durée de son mandat, de recruter en tant que de besoin des agents contractuels, le grade étant déterminé en fonction de la nature et du besoin. Nous faisons un usage extrêmement scrupuleux et limité des agents contractuels. Dans cette commune, on respecte le droit de la fonction publique et jusqu'au bout. Y a-t-il des remarques, des questions, Monsieur Boivin? Oui. Sur ce point-là, alors on a bien conscience que quand on recrute un contractuel, c'est parfois une sorte d'urgence et qu'on n'a pas toujours des délais très importants. Mais bon, il appartiendra sûrement aux commissions d'anticiper ça. Mais est-ce qu'on pourra partir du principe que les commissions compétentes dans chaque cas seront informées et consultées du recrutement, et qu'il en sera de même pour les instances représentatives du personnel? Alors, la réponse, ça dodeline en face, donc la réponse va m'être apportée par... consulter la réponse est non, parce qu'on ne peut pas. Préalablement, je ne peux pas garantir qu'on aura dans les délais la commission qui va bien au moment où on fait face à la chose. Informer certainement, vous verrez avec beaucoup de transparence. J'ai aucun problème à ce qu'il y ait une transparence absolue sur ce sujet. Je le redis, ici, je vise personne en particulier, d'autres, bien sûr, mais en tout cas, ici, c'est le moins de contractuels possible et uniquement pour la réalité des besoins, et c'est jamais les copains. À part ça, on peut le transmettre en information. Oui, c'est ça. A priori, on ne peut pas, honnêtement, ce ne serait pas honnête de vous le proposer, mais en information a posteriori, j'ai aucun problème. Y compris on peut le faire au moment des CTP pour les instances représentatives du personnel, aucun souci. Du coup, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il y a aussi toute une série de tout petits contrats qui tournent relativement beaucoup et dont je vous remercierai de me faire grâce, qui sont les contrats du périscolaire. Si vous pouvez, voilà, sincèrement... ou sinon je vous les envoie, puis à la fin, vous allez vous-même crier grâce. Donc, si ça ne vous embête pas, ce sera les contrats, je dirais, plein temps. Alors, constitution d'une commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal. Et comme vous l'avez vu, les idées sur ce sujet ne manquent pas. Oui, d'accord. Nous devons nous doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois. Donc, il serait bon qu'on puisse adopter ce règlement intérieur lors du conseil de rentrée, c'est-à-dire aux alentours de fin septembre, au plus tard en octobre en tout cas. Il vous est donc proposé là au cas particulier, je ne sais plus bien d'ailleurs comment on avait travaillé en 2014, mais on a plutôt décidé de vouloir mieux travailler, et donc sur proposition de notre directeur général des services, je vous propose de constituer une commission qui s'éteindra après ayant fini sa mission dans les conditions similaires à celles que des commissions permanentes, donc avec 10 membres. Et donc 8 membres de la majorité et 2 de l'opposition. Donc je vous propose Bertrand Fols, Blandine Souvet, Olivier Hérault, Valérie Rampon, Maryse Guéry, Pascal Tilly, Éric Ancel, Jean-François Trassard et Cyril Perrault et Gilliane Simonin, c'est ça, hein? Si tout le monde en est d'accord, je mets aux voix la commission et sa composition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La dernière délibération
pour vous la faire courte, c'est tout simplement le fait que nous n'avons plus de règlement intérieur. Pour autant, il faut vivre dans la période intermédiaire, et donc cette délibération vous propose, en reprenant, je crois, scrupuleusement les termes du règlement intérieur actuel, de proroger ce qui est réservé comme espace d'expression aux conseillers d'opposition ou de la majorité. J'indique d'ailleurs que, puisqu'il y a un journal en préparation, si ça n'est pas déjà fait, on vous sollicitera pour nous transmettre une tribune. Vincent Perrault, Cyril Perrault. Oui, donc nous prenons acte évidemment de cette disposition intermédiaire avant la rédaction du règlement intérieur. Aujourd'hui, les modes d'expression sont largement numériques. Ça va de la page Facebook officielle au site internet de la mairie, en complément effectivement de la revue municipale papier. Donc je voulais savoir dans quelle mesure la place de l'opposition pouvait être reconnue dans ces espaces numériques. Et puis dans l'espace aussi intermédiaire avant règlement intérieur, avoir la confirmation bien sûr que nous continuons à disposer d'un local pour les membres de l'opposition. Sur le premier sujet, sur le principe, je vous confirme que j'y suis favorable. Je ne sais pas répondre à ça avant le travail sur le règlement intérieur, parce que c'est complexe. Toutes les collectivités connaissent ça. C'est assez complexe pour faire en sorte que ça reste... qu'on respecte à la fois la partie info-service et que, dans le même temps, on permette aussi, d'une manière ou d'une autre, d'accéder, par exemple, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui possible, mais en tout cas, il faudrait que ce soit plus simple, par exemple, d'accéder à un conseiller d'opposition quand on passe sur le site de la mairie. Je pense que ça me semble aller de soi. Donc, je pense qu'il faut que la commission du règlement intérieur aborde ce sujet-là. Il y a un certain nombre d'exemples. Il faut qu'on prenne les exemples réussis. Je pense que vous avez remarqué, je n'ai, en 6 ans, jamais répondu à une tribune de l'opposition. Jamais caviardé, évidemment, une tribune de l'opposition. Et je l'ai toujours respectée. Donc, je ne dis pas que je ne répondrai jamais. Je constate d'ailleurs que mon prédécesseur faisait la même chose. Je tiens à le dire. Oui, absolument. Je n'ai pas toujours été tendre. Et donc, voilà, personnellement, c'est ma façon de faire. Donc ça, j'en changerai pas. Il faut qu'on réfléchisse sur cette question du numérique, parce qu'effectivement, les choses ont changé. Sur le local, sauf erreur de ma part, il y a donc un droit. Donc ce droit est évidemment confirmé. Le local mis à disposition à l'heure actuelle de l'opposition est supérieur aux exigences légales. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et donc il restera, je regarde quand même avec anxiété le directeur général des services au cas où il aurait des plans, mais je pense qu'il restera à l'identique mis à disposition de l'opposition. Voilà, il opine. C'est écrit d'ailleurs, je crois que c'est écrit dans le règlement intérieur, sauf erreur de ma part. Oui. Local qui est exclusivement réservé à l'opposition. Oui, oui. D'accord. Ok, donc pour les aspects pratiques, on se rapproche des services. Non, mais alors, le directeur général des services fait big boc. Non, la pratique depuis longtemps est la même. Il y a une pièce relativement peu importante qui est complètement dédiée et réservée à l'opposition. Après, il y a une salle de réunion qui permet, toutes les fois en tout cas, que quand j'étais dans l'opposition ou quand l'opposition a eu à s'y réunir, il n'y a jamais eu personne dans cette pièce pour la raison simple que je crois qu'il y a juste des agents qui passent à midi pour déjeuner. Voilà, donc il n'y a pas de documents, il n'y a pas de machin, et il y a des armoires qui, à ma connaissance, ferment et permettent de stocker
les archives. Si ce n'est pas le cas, on veillera à ce qu'elles ferment et ce que vous en ayez évidemment la clé. Si elles ne ferment pas, on vous en donnera la clé. Voilà, que les choses soient bien posées pour que vous puissiez mettre des archives pour ceux qui évidemment n'opteraient pas pour la dématérialisation complète. Donc on déménagera celle de M. Jacquemin auparavant, ça devrait suffire. Madame Vergniat, pardon. Certains d'entre vous, d'ailleurs, connaissent déjà. Et puis, il existe une kitchenette même, pour ceux éventuellement qui voudraient faire une soirée travail en mangeant. Le midi, non, parce qu'effectivement, il y a des agents qui y vont. Par contre, il y avait une machine à photocopier, mais je ne sais pas si elle est encore d'usage. Nous avions simplement, humblement récupéré celle de l'opposition d'alors, qui fonctionnait pas très bien, mais je crois que vous nous l'aviez réparée, monsieur le maire, et puis elle a dû retomber en... Cette photocopieuse, M. Jacquemin, n'a jamais appartenu à la mairie. Elle a été récupérée dans des conditions honorables, mais compliquées, à une époque où l'opposition n'en disposait pas. Et donc, en plus, elle n'est pas dans nos matériels, puis surtout, bon, elle est obsolète. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est le jour où, pour les besoins du groupe d'opposition, que les choses soient bien claires entre nous, vous avez besoin de faire tourner une photocopieuse, on vous permettra de copier. Merci. Le conseil est terminé. Le conseil de juin se déroulera le 29 ou le 22 juin. Donc le lundi 29 ou le lundi 22 juin. Il n'est pas exclu que les exigences de la décision modificative et certaines urgences nous incitent à essayer de gagner une semaine. Maintenant, il y a juste les délais de préparation dont on n'est pas certain. Donc, on vous confirme ça très rapidement. Le directeur des finances a compris qu'il fallait qu'il travaille vite. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.